Nous avons l'habitude ici à la mairie du 6e de commencer toujours à l'heure. Et je suis très heureux donc d'accueillir Nathalie Saint-Cric, entourée de Laurent Toussaint et de Taras Orisny, qui sont des habitués de la mairie pour toutes nos cérémonies patriotiques. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que Nathalie Saint-Cric a été mon étudiante. Eh oui, car je suis adjoint au maire, je représente ce soir Jean-Pierre Lecoq, qui s'excuse auprès de vous, qui vous prie de l'excuser, pardon, mais nous avons 3 événements en même temps, notamment une conférence sur le harcèlement scolaire qui est organisée par notre Association Générale des Familles. Donc il a fallu se diviser. Et comme je ne suis pas la déesse Shiva, ça va être difficile, mais enfin j'ai préféré venir vous accueillir. En effet, je suis professeur de droit et j'étais professeur à Sciences Po, en tout cas maître de conférence à Sciences Po pendant un certain nombre d'années que je ne dirai pas. Et j'ai eu la chance d'avoir cette très brillante élève qui est ici présente et qui a obtenu un diplôme et j'espère lui avoir mis une bonne note. Sinon, je vais être voué. Voilà. Donc, merci Nathalie. Permettez-moi de vous appeler ainsi comme mon ancienne étudiante. Donc, je suis très heureux et je ne vais pas être plus long de vous présenter donc cette grande journaliste, éditorialiste, qui a bien évidemment fait grand succès de beaucoup d'émissions à la télévision sur le service public. Et elle n'est pas là pour cela ce soir, vous le savez, elle va vous parler de son 2e roman. Donc son premier, si j'ai bien compris, était consacré à Georges Clemenceau. Alors évidemment, comme moi je suis membre du Parti radical, le seul et dernier élu du Parti radical de Paris, je ne peux qu'être très heureux que vous ayez consacré ce roman, n'est-ce pas? Je crois que c'est un roman, au tigre, au père la victoire, et Clemenceau, bien évidemment, Georges Clemenceau, qui était radical et qui était à l'origine d'ailleurs, avec d'autres, comme Gambetta, de tout ce qui est devenu le grand parti radical de la Troisième République. Voilà, mais ce n'est pas moi que vous êtes venu entendre, c'est Nathalie Saint-Cric, donc je passe la parole maintenant à Laurent Toussaint. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. Donc, mesdames, messieurs les présidents, madame, j'ai le plaisir, après les mots du professeur Passelec au nom de monsieur le maire, d'accueillir dans ces locaux et de souhaiter la bienvenue à madame Saint-Cric de la part des 2 associations qui, aux côtés des services de la mairie, ont organisé de façon matérielle et pratique cette conférence. Qui sont-elles, ces 2 associations? Eh bien, d'abord, ce qui est naturel pour une affaire de résistance, comme vous pourrez le constater un peu plus tard, l'Union nationale des combattants, l'UNC, dont je salue ici la présence et le soutien de monsieur Taras Orisny, qui est président de la section du 6e. Et grâce à qui nous avons fait de nombreuses interventions de nature culturelle et également patriotique. L'autre association, c'est celle que j'ai l'honneur de présider, qui est l'association des fils et filles des déportés de l'armée des volontaires, qui a une mention particulière. C'est un acteur très secondaire, mais quand même cité dans le livre de madame Saint-Cric, et qui était l'organisation dont faisait partie le fameux Robert B, dont nous allons parler ce soir. C'est dans l'escalier B de cette mairie, l'escalier d'honneur qui monte à la salle des fêtes, que se trouve le nom de Robert B. Pas tout à fait sous cette écriture. Pour les plus curieux d'entre vous, je pourrai vous le montrer par la suite, à la fin de cette conférence, quand vous saurez de qui il s'agit exactement. Il faut savoir que la plaque à la mémoire des 40 déportés nuit et brouillard de l'armée des volontaires qui ont été déportés en Allemagne et qui y sont morts guillotinés, cette plaque voisine avec les 1000 noms des morts pour la France de 14-18, les 150 noms des morts pour la France de 39-45, les 204 déportés ratio de l'arrondissement et cette plaque de l'armée des volontaires. C'est donc tout naturellement que dans la mairie du 6e, madame Saint-Cric pouvait présenter son livre comme en d'autres lieux, mais pour nous, avec une affection toute particulière, et je l'en remercie. Écoutez, je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on procède. Je vous remercie d'être venu. Je pense qu'on va être le moins solennel possible.
parce que je pense que ce qui vous intéresse éventuellement, si vous avez des questions, c'est de parler un peu naturellement, c'est-à-dire que je ne vais pas vous infliger, je parle sous votre contrôle et sous votre autorité, ainsi que sous la vôtre. Donc, merci de m'accueillir. Effectivement, nous allons, et je précise juste avant que Laurent ne me pose des questions, que si j'ai choisi de ne pas donner le nom de famille de la personne en question, ça n'est pas par frilosité, ce n'est pas à cause des services juridiques, c'est simplement que partant d'un principe qu'on n'est pas forcément responsable de ses ancêtres ou de ce qu'ils ont fait, je ne voulais pas risquer qu'un frère, enfin un descendant vu l'époque, lui n'a pas eu d'enfant, qui a un enfant ou un ado ou quelqu'un travaillant qui, dans une cour de récréation, dans son entreprise, je pense pas que mon livre va s'aimer dans toute la France, hein, mais que si par hasard quelqu'un pouvait dire « Ah ouais, t'es de la famille de celui-là », je pensais que c'était... Donc j'ai gardé une forme d'anonymat qui est assez facile à percer, mais sur un certain nombre de personnages, je n'ai pas voulu risquer d'être désobligeante avec leurs descendants. Voilà, donc c'est pas pour jouer le secret, c'est pour jouer le respect, pas jouer, pour pratiquer le respect. Monsieur Toussaint, je vous laisse poser des questions. Moi je fais comme vous voulez. Ce qui serait en première partie très intéressant, c'est que vous puissiez résumer la façon dont vous avez découvert les archives à propos de quels faits de cette période de 42-44. Voilà. Et ensuite, on posera les questions sur le contenu. Parfait. Alors, c'est pas très compliqué. Je fais régulièrement les 11 novembre, les cérémonies qui sont retransmises sur France 2. C'est-à-dire que je les commente avec un certain nombre d'historiens. Et nous avons eu une cérémonie qui était pour l'entrée au Mont Valérien de Hubert Germain, à 101 ans, qui était donc le dernier compagnon de la Libération, puisque le général de Gaulle avait considéré que la dernière personne qui rentrerait au Mont Valérien serait le dernier compagnon de la Libération vivant qui lui a survécu. Et qui a survécu au général assez très très longtemps. Et donc, on se préparait, si vous voulez, à faire cette cérémonie en direct. Et puis, comme d'habitude, il y a toujours des choses en retard, Macron en retard, il faut un petit peu de temps en temps meubler. Alors, meubler, c'est l'expression vulgaire, mais il faut aussi essayer d'éventuellement d'apprendre des choses pour pouvoir les raconter aux téléspectateurs, qui sont pas censés savoir tout sur tout et qui ont besoin, enfin, c'est notre rôle. Donc, il y a des historiens, j'étais avec une historienne, notamment, et bon, j'avais travaillé avant pour savoir quels étaient les critères de sélection des gens qui rentraient au Mont Valérien. Et elle me dit, alors je savais qu'il y avait peu de gradés, qu'il y avait des représentants des troupes coloniales, qu'il y avait des gens qui avaient fait le débarquement en Provence, d'autres la guerre en 39-40, bref, des gens qui étaient morts dans des circonstances très différentes, qui devaient illustrer la France combattante. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le général de Gaulle voulait avoir un lieu qui rend hommage à sa France combattante et qui ne soit pas, on aurait très bien pu dire que le soldat inconnu, finalement, c'était quelque chose qui faisait ce que De Gaulle appelait la guerre de 30 ans, puisque De Gaulle faisait un continuum entre la guerre de 14 et la guerre de 39. Et troisième élément, il y avait la clairière des communistes qui était au Mont Valérien, un petit peu derrière, et le général de Gaulle, et ça il l'a raconté, était quelque peu exaspéré par la volonté de récupération du Parti communiste qui en gros disait après la guerre, et a continué à le dire très longtemps, qu'ils étaient le parti des 75 000 fusillés, qu'en gros, heureusement qu'ils avaient été là, dans la résistance, pendant toute la période, et le général de Gaulle considérait qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait un monopole de la résistance qui soit revendiqué et pratiqué par le Parti communiste, alors que il y avait eu le pacte germano-soviétique, il y avait eu un certain nombre de choses qui s'étaient produites et que c'était un peu plus compliqué que ça, même si le rôle du PC, une fois la rupture du pacte germano-soviétique effectuée, avait été important. Bref, ça je le savais, mais ce que je ne savais pas, et je lui dis, bon alors les critères, on rentre comment? Parce que je lui dis vraiment 15 personnes sur... Et elle me donne 2-3, bon, elle me dit qu'il y a un tirage au sort, et elle me dit, on y rentre mais on en sort. Alors là, si vous voulez, on en sort, je me dis, oui, ça doit être moche quand même, parce que en partant du principe que, moi, si quelqu'un de ma famille, on m'avait dit, il est au Mont Valérien, j'aurais été fier, si on m'avait dit 3 ans plus tard, vous allez rire, on va le sortir parce qu'il ne le mérite pas. Alors, je savais que il y avait des précédents, genre le Panthéon, mais parce que c'était des raisons idéologiques ou historiques. Marat, tout le monde le trouve formidable au moment de la Révolution,
Et puis beaucoup le trouvent moins formidable après. Donc il y a eu des va-et-vient, quelques va-et-vient au Panthéon, mais là, logiquement 45, tirage au sort, on choisit, il y a 2 femmes. Je vois pas comment on en sort. Et bon, puis je vais travailler, enfin je vais raconter à la télé, je fais mon boulot. Et après, mais cette histoire je la garde en tête. Et comme en général, quand je fais un bouquin, enfin j'en suis qu'à 2, donc il n'y a pas d'effet statistique, je m'appuie sur la réalité. C'est-à-dire pour le Clémenceau, je me suis appuyé sur sa dernière histoire d'amour, où il y a plein de documentation. Je me dis, tiens, cette histoire, elle est sûrement intéressante à raconter. D'abord, j'y crois pas et je me dis, je vais me raconter des salades pour me faire marcher. Donc, je la rappelle tout de suite en lui disant, mais c'est vrai votre truc? Et elle me dit, bah, évidemment que c'est vrai. Renseignez-vous. Très gentiment. Donc, de proche en proche, je vais voir mon Valérien. Je leur dis, mais elle me dit, oui, oui. Et puis, je vais aux archives. Et puis, je trouve un beau dossier. Avec la photo, la carte, la lettre envoyée à De Gaulle par sa femme. Je trouve tout. Tout ce que je pouvais vouloir. Alors, les archives françaises étant décentralisées, il y en a absolument partout, donc je trouve à Pau le livret militaire, enfin je vais pas vous faire la liste de tous les gens, des Pierre Fitte, le service de la défense, j'envoie même une lettre à la DGSE en me demandant si à un moment où ça s'appelait le BCRA, il y avait pas déjà quelque chose. Et de proche en proche, je me rends compte, 1, que c'est vrai, 2, qu'on a des archives, que les Allemands aussi ont des archives. Et tout ça, maintenant, à l'époque de la numérisation, ça va assez vite, surtout que les historiens sont quand même de très bonne volonté. Et je retrouve les actes de divorce de la personne en question. Je retrouve les raisons du divorce de son épouse dans ses 2 premiers mariages. Bref, je trouve toute une masse d'informations. Là où il est né, à quelle heure, là où il est mort, enfin tout. Tout jusqu'à les détails de l'endroit où il est enterré une première fois, une deuxième, carré 7, tombe 33, tout très précis. Et à partir de là, je me dis c'est une histoire qui est intéressante à raconter parce que la période, moi, m'intéresse beaucoup et que elle permet à la fois de voir des histoires humaines, c'est-à-dire de gens qui se sont engagés et des gens qui ont parfois, ça permet de revenir un peu sur la difficulté de la résistance, les règlements de compte qu'il a pu y avoir après, le fait que quelquefois on s'est trompé sur les gens, que quelquefois ceux qui ont été honorés ou ceux qui ont épuré n'étaient pas ceux qui en avaient fait le plus. Bref, de cette période dans laquelle j'étais un peu élevé, je vais pas dire à cause, je vais dire grâce à mes grands-parents des 2 côtés, et qui est une période qui me semble assez familière, et j'ai greffé, puis je vais arrêter parce que je promets de faire court, à chaque fois je fais long, j'ai greffé sur cette histoire historique réelle, une histoire, parce que je voulais pas être ennuyeuse, si vous voulez, je voulais pas faire un livre d'histoire. Enfin, je ne sais pas que c'est ennuyeux les livres d'histoire, mais en gros, je pense que quand on veut raconter des choses, il faut mieux les raconter de façon plus vivante. Donc, j'ai pris 4 personnages, un jeune journaliste d'une 20aine d'années orphelin, sa fiancée qui est au ministère des Anciens Combattants, un vieux résistant, et je raconte cette histoire via ces personnages. Et je me suis dit, on va faire une espèce de polar pour pas que ce soit ennuyeux, des chapitres courts, quelque chose qui rebondit. Donc, on apprend l'histoire, mais j'espère qu'on ne s'embête pas, parce que c'est quand même une de mes obsessions. Et c'est justement en cherchant si il était toujours mon ami Robert B. sur la plaque du 6e qu'on est rentré en contact. Vous-même, vous avez une histoire familiale qui nous a renvoyé en province. Moi, j'ai situé ça à Tours. Vous étiez à côté. Il y a l'armée des volontaires. Et j'ai réussi comme ça à essayer de refaire le parcours et de voir ce qui s'est passé avec des soupçons, plus que des soupçons, sur la personnalité de ce monsieur qui était rentré au Mont-Valérien. Voilà. C'est clair ? Alors je pense que c'est parfaitement clair. Pour préciser encore un peu plus ce qui est arrivé à Robert B. Effectivement, il a son nom qui n'a jamais été touché depuis que la plaque a été posée, je crois que c'était le 11 novembre 1945. Le nom de mon grand-père y est aussi, c'est pour ça que je me suis intéressé à la période et qu'on a été amené à être en contact. Et sur beaucoup de ces personnes, il y a eu des discours qui se sont mêlés, recoupés, mal recoupés après-guerre, ce qui fait que sur la foi de témoignages, mais aussi pour certains de pièces documentaires et historiques, mais pas beaucoup, surtout sur la foi de témoignages, il y a des réputations qui ont été défaites post-mortem sur une partie des 40 personnes qui sont là. Et je me suis aperçu, ça ce serait peut-être l'objet d'un 2e livre, que certains ont été des victimes collatérales une fois mortes, de ce qui s'était passé pour quelques personnes, dont Robert B. Alors pour Robert B.,
il y a quand même eu des faits. Vous avez trouvé dans les documents, Robert, surtout le jury d'honneur, qui, lui, les atteste. Si vous voulez, je vais pas tout vous raconter le livre, parce qu'autrement, vous n'aurez pas envie de le lire. Mais, pour faire simple, il est tiré au sort, au milieu de 15 personnes. C'est 10 et 11 novembre 45, 2 jours de fête, de commémoration et de tristesse, qui sont le 10, jour de deuil, le 11, jour de fête. De Gaulle veut fêter la victoire, la libération de la France. Donc jour de deuil pour pleurer les morts et jour de fête pour célébrer la victoire. Jusque-là, c'est normal. Sauf que c'est dans toute la France et dans toutes les colonies quelque chose où en gros les écoles sont fermées, les restaurants sont fermés, tout est fermé. On doit honorer les morts, le glace toute la journée, on tire au canon, enfin... Il y a des défilés dans toute la France, ne serait-ce que pour Paris, vous avez une arrivée des 15 cercueils avec des militaires à cheval des deux côtés sur des affûts de canon qui partent de 3 portes de Paris, qui font des stops régulièrement, on leur rend les hommages, qui vont aux Invalides d'abord, qui passent la nuit aux Invalides veillés avec une rotation des gens qui leur rendent des hommages, il y a une messe, il y a une sonnerie aux morts, enfin il y a tout ce qu'on peut imaginer. Au petit matin, aux Invalides, les cercueils partent. Les images existent, hein, Lina, elles sont incroyables. À 5 km/h pour remonter vers l'Arc de Triomphe. Les 15 cercueils sont déposés sur des catafalques en hauteur sur la place de l'Étoile. Il y a 2500 invités dans les tribunes, dont le général de Gaulle, le gouvernement provisoire, tout le monde, les familles Puis, tout le monde doit rendre hommage, enfin les Français, les Parisiens se ruent en masse. Et c'est autre chose que ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on dit toujours, oh là là, mon Dieu, la foule sur les Champs-Élysées, alors qu'il n'y a personne en général. Et les téléspectateurs sont pas dupes. Là, il y a énormément de monde. Il y a un défilé qui dure une demi-heure. Et le soir, tout ça se fait au flambeau des spahis. Enfin, vous voyez, il y a un décorum, un truc absolument incroyable. Ils partent vers le Mont Valérien. Alors, le Mont Valérien, à ce moment-là, c'est juste, il n'y a pas le monument que vous connaissez, enfin le grand monument, parce que ça, c'est De Gaulle qui veut le faire construire, et quand il arrive en 45, il lance une souscription pour qu'on le construise, et puis il partira, et les communistes, notamment aux anciens combattants, arrêteront net la construction de ce monument, parce qu'ils préfèrent que ce soit la clairière des fusillés. Bon, bref, je vous fais simple, tout le monde connaît la liste, elle est publiée dans le Figaro, dans Le Monde, partout, et il y a des gens qui commencent à écrire des lettres, pas par délation, notamment une femme qui dit « Je refuse que vous donniez la médaille de la résistance à mon mari s'il a la même que ce monsieur Robert B. » Il s'est fait arrêter à cause de lui. Une autre femme qui dit « Mon fiancé, Georges Yagello en l'occurrence, a été dénoncé par un tel... » Et voilà, et dénoncé, parce que faut être un peu précis, manifestement pour se protéger très vite. Ce que je veux dire là, si on doit employer des termes un peu crus, il n'est pas parlé sous la torture, il a voulu travailler assez vite avec les Allemands. Donc si vous voulez, tout le monde se dit, mon Dieu, si ça... Alors j'y étais pas, mais si ce genre de choses sort... D'abord, c'est quand même, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. D'un point de vue symbolique, sur le fond, c'est pas terrible, c'est pas grave, mais c'est d'un point de vue symbolique. Si on n'est même pas capable de faire une commémoration qui ait du sens, quand on retrouve des femmes comme Bertie Albrecht qui s'est suicidée au risque de parler. Enfin, il y a des gens qui sont absolument des gamins. Je crois que le plus jeune au Mont Valérien, il doit avoir 20 ans ou 21 ans. Et alors, là, blackout au début. Faut pas que ça se sache. Mais enquête quand même, parce que beaucoup, y compris le Compagnon de la Libération, le grand chancelier du Compagnon de l'Ordre de la Libération, dit si c'est ça, il faut réexaminer. Donc on convoque un jury d'honneur, pour pas que ce soit sur la foi de racontard, parce qu'on sait très bien qu'à la Libération, il y a eu des gens, enfin je veux dire, on sait... Enfin, de ce que m'ont raconté les historiens que j'ai rencontrés et les personnes qui ont vécu ça, beaucoup étaient des résistants de fraîche date et que c'était ceux-là probablement qui étaient les plus épurateurs et que ceux qui avaient fait des choses ne la ramenaient pas, forcément. Donc, jury d'honneur avec des gens qu'on fait venir, de loin certains, des gens qui se sont retrouvés à la prison de Fresnes avec lui quand il a été arrêté, puisqu'il était nuit et brouillard, et après des gens qui ont été en déportation avec lui. Et des gens qui ont dit, écoutez,
on va pas mettre ça sur la place publique, mais c'est pas possible. Pas lui, pas ça. Bon, je vais pas tout vous raconter. Et vous savez, comme je suis extrêmement vénale, je vous reconnais vraiment, le même rire que dans le temps. Donc, si vous voulez, il y a à la fois un travail bien, c'est-à-dire de reconnaissance qu'on s'est trompé, mais on passe tous au silence parce que vous imaginez, alors pour le coup, c'est une période très politique. C'est-à-dire que vous imaginez les gens qui se sont pas forcément bien conduits pendant la guerre, qui diraient bah vous voyez bien là, la résistance, collabo, tout ça. Même vous vous trompez en mettant c'était une espèce de risque de confusion totale. Les communistes diraient ils sont bien la France combattante. Donc ça passe sous silence pour une forme de raison d'État et ça se discute. On peut se poser la question. C'est peut-être pas utile d'étaler les trucs et moi, comme je pars du principe que c'est quand même pas une chose dramatique, puisque de toute façon, ça ne change rien. C'est la symbolique qui est étrange. Et probablement, je me dis, la réaction de la famille doit être terrible. Toujours avec cette lettre que vous ouvrez un matin et on vous dit, bah, vous allez rire, on va faire ça en douce, on va le sortir. Et donc, je me dis, il y a quelque chose à raconter. Et je me dis qu'on peut le raconter aussi de façon... C'est tellement rocambolesque par moment, la panique. Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que si on apprend les choses en 45-46, on le sort le 17 juin 60, la veille de l'inauguration par De Gaulle du Mont Valérien. Puisque quand De Gaulle revient aux affaires en 58, il reprend sa construction de son monument, il demande à ce que ce soit fait, c'est un de ses premiers souhaits, donc le monument est construit, et il se dit, je vais l'inaugurer le 18 juin. Comme ça, le 18 juin, c'est mon 18 juin. C'est le 18 juin de la Résistance, voilà. Et le 17, ils se disent, ah, voilà. On a oublié de sortir l'autre. Et après avoir sorti l'autre, il va falloir en trouver un autre. Donc, si vous voulez, c'est à la fois pas profond, mais symboliquement intéressant. Et à côté de ça, finalement, ça se termine bien. Enfin, ça se termine bien. Quand on y va, on n'honore pas quelqu'un qui est pas bien. Mais c'est tellement... Vous voyez, et les courriers administratifs du conservateur du Mont Valérien qui dit... faudra quand même bientôt que vous retrouviez un corps là parce que il y a la famille de Berthier Havelbrecht qui est venue pour rendre hommage lui rendre hommage. J'ai pas pu les faire rentrer dans la crypte parce qu'il y a un trou. Bon, après il dit puis bon, j'ai des lettres de pénalité de ce qui est bien dans l'administration française quand même, c'est qu'à la fois il y a plein de choses. Et bien qui dit j'ai des pénalités puis comprenez, il y a de la mousse sur les dalles là, va falloir quand même qu'on se dépêche. Et j'ai trouvé des choses à la fois complètement vénielles et un peu dérisoires et des choses plus profondes et voilà, ça permet non pas de relativiser, parce que c'est pas du tout le cas, et ça on en a beaucoup parlé ensemble, mais d'essayer de retrouver un peu. Alors, je me suis bien bordé avec des historiens, Vievorka et Henri Rousseau, pas de droite, pas de gauche, j'ai fait un mélange de tous ceux qui pourraient être idéologisés. J'ai eu des vrais historiens. Donc je pense que là-dessus, il y a des juristes et des gens qui ne travaillent que là-dessus, sur le souvenir français, ceux qui interviennent. Je suis allé physiquement voir la tombe de ce monsieur pour voir s'il avait... je peux pas vous raconter plus, parce qu'après je vous raconte tout. Alors, dernière question. Effectivement, pour bien connaître la période pour d'autres parties de l'armée des volontaires, qui était une fédération de plusieurs réseaux de résistance qui s'étaient réunis en 41, mais qui avaient tous été créés dès 1940. C'est ça qui est étonnant. Et qui n'étaient pas communistes, puisqu'en 40, il peut pas y avoir de résistance communiste. Donc, pour bien connaître la période et d'autres volets de l'armée des volontaires, tout ce qui est dit est parfaitement juste au niveau historique. Bah, manquerait plus que ça. Mais je confirme que votre documentation et les personnes que vous avez interrogées étaient toutes parfaitement précises et véridiques. Mais vous avez mis l'accent, je dirais pas créé, parce que c'est une personne qui a vécu, c'est la veuve de Robert B, avec une... analyse psychologique et de son action après-guerre qui est particulièrement intéressante, que moi j'ai trouvé tout à fait justifiée, parce que dans le fond, quand on connaît les familles de ceux qui sont morts en déportation et quand on voit comment elles ont agi ensuite, c'est ça une des choses les plus intéressantes. Oui, il y a le message historique. Oui, il y a le symbole, soit 18 juin, soit autre chose. Oui, il y a les monuments. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour les descendants, pour les familles, pour les veuves ou pour les parents ?
Pourquoi? Parce que les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, souvent étaient cachées. La plupart d'entre eux étaient nuées et brouillards, donc je vous rappelle qu'à partir du jour de leur arrestation, on en perdait la trace en dehors des services de police de Vichy quand ils étaient associés à l'enquête, ce qui était souvent le cas, et surtout en dehors de le ZIPO, le Sicherheitspolizei SD des Allemands, ce qu'on appelle la Gestapo, mais qui était le ZIPO SD. Et comme les archives du ZIPO SD ont brûlé avec le bombardement du siège de la SS en 45, il y a quelques traces que vous avez retrouvées, mais il y a quand même pas beaucoup de choses sur ce qui s'est passé pour eux. Donc, il faut repartir très longtemps après. En général, ça a commencé à la fin des années 60 pour trouver de la part des familles une information. Donc, moi, ma question, c'est ce personnage de Marie-Flavie, la veuve, comment vous avez compris qu'elle a vécu de cette façon si tourmentée ce souvenir et pourquoi vous avez découvert ce type d'action et d'inaction aussi quand ça arrive en 1960. Il y a une part de construction. D'abord, j'ai retrouvé peu de choses sur elle, sauf son lieu de naissance, sa famille, le métier de ses parents. Donc c'est une jeune fille qui naît en Vendée, milieu agriculteur et qui, comme traditionnellement ça se faisait beaucoup à l'époque, monte à Paris, arrive gare Montparnasse pour essayer de trouver du travail. C'est une fille très travailleuse manifestement qui tombe sur un premier mari qui alors elle est paradoxale, c'est-à-dire qu'elle tombe sur un premier mari qui boit, enfin je sais pas que c'est bien, mais et qui la frappe vraiment, et elle va au commissariat de la Maude-Piquet pour porter plainte. Donc, imaginez quand même en 35 ou en 35 une femme qui vient de Vendée, qui doit avoir, je me souviens plus quand elle doit avoir 19-20 ans, et elle va porter plainte. D'ailleurs, j'ai retrouvé son acte du divorce et elle est indemnisée parce que non seulement il la bat, non seulement il boit, il ne travaille pas et elle est fille de salle, c'est-à-dire qu'elle nettoie un restaurant à côté. Et il fait venir sa concubine chez eux. C'est-à-dire qu'elle se tape là. Enfin, elle se tape. Elle a droit à la maîtresse de son mari et tout ça. Bon. Je me dis, elle est à la fois paradoxale, c'est-à-dire courageuse. Et après, elle trouve Robert. Mais c'est difficile de raconter sans parler de l'histoire, sans parler de tout. Mais elle sera un petit peu ambiguë parce qu'on se demande toujours si elle savait exactement ce qu'il a fait. Si elle a affecté de pas savoir, si elle a préféré oublier et passer à autre chose, parce que dans sa psychologie, les hommes sont toujours des sources de malheur. Et d'ailleurs, ne riez pas, mais elle, c'est des malheurs concrets, parce qu'elle se remariera après avec Bigos, et elle sera de nouveau avec quelqu'un qui boit, de nouveau avec quelqu'un qui la frappe. Elle divorcera de nouveau, elle obtiendra de nouveau celle qui remportera et elle meurt seule, ayant ouvert une épicerie en 68 et débarrassée de ce qui a été son fléau toute sa vie, c'est-à-dire les maris. Je fais pas une généralité. Donc cette femme, je l'imaginais à la fois. Alors, elle est très d'origine très modeste, très travailleuse, parce que manifestement les traces que j'ai eues sont que c'est quelqu'un qui a vraiment, enfin c'est peut-être aussi parce que c'était l'époque. Et j'ai imaginé à la fois l'incroyable fierté. Elle s'est beaucoup occupée de son mari. Elle lui a écrit quand il était en prison, quand il y a une déportation, elle lui a apporté à manger, enfin les cigarettes et tout. Ça, vous pouvez me dire que c'est banal. Et donc elle a été très fière. Quand on lui a dit c'est vous, parce que on recevait la façon dont ça se passait, c'est que donc, quand on était tiré au sort, on devait vous écrire pour vous demander si vous acceptiez. J'imagine qu'il n'y en a pas des masses qui ont refusé d'aller où on valait rien. Enfin, bon. Donc j'ai imaginé, avec ce que je savais d'elle, l'incroyable fierté, et j'ai imaginé aussi son incroyable déchéance. Alors je vous raconte pas tout. Mais je pense que c'est une personnalité extrêmement complexe. Et je pense qu'elle a peut-être voulu croire ce qu'elle voulait croire. C'est-à-dire que, moi, dans les descendants de gens qui sont morts ou il y a des gens qui ont entendu des horreurs sur leur ascendant. C'est qu'on leur a dit qu'ils avaient donné leurs camarades.
Mais ils oubliaient de dire qu'il y en a qui les ont donnés en étant torturés, qu'on ne peut pas se permettre de juger les gens, on ne sait pas. Il y a un moment donné, je suis pas du genre à m'autociter, mais il y a un moment donné où je me suis dit, on n'est pas équivalent face à la douleur. On sait pas. Et puis moi, si on m'avait dit, j'ai vos enfants, je vais les tuer, si vous balancez pas, peut-être que j'aurais dit. Peut-être. Et puis alors, ce que je raconte aussi, on en a beaucoup parlé ensemble, c'est les méthodes tordues, ça a l'air léger, mais les méthodes immondes qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire, en gros, vous arriviez avec un PV, les Allemands, où la Gestapo arrivait avec un procès verbal, où il disait, Monsieur Louis, je sais pas quoi, a effectivement confirmé qu'il y en a un, et ils arrivaient en disant, bah, pourquoi, voilà, tout est tombé, il a tout dit. Pourquoi vous vous acharnez à vous taire? Et dans ce cas-là, au lieu d'être torturé et tout, on peut être tenté de se dire, ah bah putain, si l'autre a tout dit, je vais y aller. Et c'était des faux, quelquefois. Et c'était même une technique qui était bien éprouvée. Des faux PV pour laisser croire que les autres avaient parlé. Donc, je me suis dit que tout ça, et c'est des témoignages que j'ai eus de gens qui étaient des petits-enfants ou des petits-neveux, et en province, surtout, je pense qu'il y a une mémoire longue et des réputations longues. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont certaines parfois été salis sur la foi de choses plus ou moins avérées. Il y a des gens qui ont sali les autres alors que c'était eux-mêmes qui avaient peut-être balancé en disant c'est lui qui va vous a donné. Et j'ai essayé au milieu de ces choses qui sont finalement des choses humaines et que je ne peux pas me permettre de juger parce que j'ai ni l'âge, ni l'expérience, ni rien vécu de ce qu'aurait pu être cette période-là. Donc, je ne vois pas en quoi j'aurais commencé à faire un tribunal en 2023. Expliquer que si c'est compliqué, ça ne veut pas dire pour autant que tout est dans tout. C'est-à-dire que le côté, cette façon un peu facile de sortir de l'histoire en disant « Oh là là, vous voyez... Non, il faut rétablir qu'on dit le STO, c'était des déportés du travail, que les déportés dans les camps, c'était des déportés pas du travail, des déportés dans les camps, que le STO, on pouvait y aller, on pouvait prendre le maquis, mais quelquefois, si on prenait le maquis, on pouvait se venger sur vos grands-parents, vos parents, vos enfants, mais on ne peut pas donner l'étiquette de résistant à tout le monde. Surtout, et ça, c'est De Gaulle qui l'a fait, ça a été un travail épouvantablement compliqué, c'est de définir ce que c'est qu'un résistant. Et moi, ça m'a ouvert des perspectives auxquelles j'avais absolument pas pensé. C'est en gros, à partir de quand vous vous engagez, vous faites un acte héroïque 4 jours avant la libération, 5 jours avant la libération de Paris. C'est quoi? C'est à partir de quand? Vous faites quel degré? Vous portez des lettres, vous portez un colis, vous donnez des infos, vous hébergez des juifs, vous hébergez un résistant. Voilà. Et c'est toute cette problématique de qu'est-ce qu'on aurait fait et à partir de quand on l'est et que faut-il faire pour l'être vraiment. Et je trouve que c'est des sujets non pas philosophiques mais humains et qui méritent, enfin qui sont pour moi très intéressants. Puis qui changent des débats débiles qu'on peut avoir en ce moment. Enfin, voilà. Oui. On va passer la parole à la salle et Madame va pouvoir intervenir. Merci. Oui. La question que je me pose, si j'ai bien compris, cette femme, à un moment donné, était avec ce mari qui ne la battait pas. Lui, il ne la battait pas. Alors, je ne peux pas savoir. C'était pas dit, on non, ne sait pas. Je peux savoir qu'elle était battue parce que j'ai 2 actes de divorce. Donc, oui. Je suis allée au tribunal voir les minutes. Donc, c'est Monsieur Untel la battait. Avec Robert B., voilà. Elle n'a pas divorcé puisqu'il est mort pendant la guerre. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça, enfin, je peux imaginer, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas voulu voir certaines choses. Mais c'est peut-être... Parce que il était, enfin, j'imagine, mieux que les autres. Celui d'avant qui lui tapait dessus et celui d'après. Ce sont des portes ouvertes. J'ai, non pas enfoncé des portes ouvertes, mais laissé des portes ouvertes. Voilà. Parce qu'il y a un élément, mais que je m'évertue à pas vous dire, pour pas... mais on le lira quand même, le livre. Non, mais quand on veut lui rendre le corps, quand il sort, elle n'en veut pas. Est-ce qu'elle n'en veut pas parce qu'elle est radin? Ça peut être une hypothèse. Est-ce qu'elle n'en veut pas parce qu'elle en a marre de tout ça? Et qu'elle considère qu'elle a toujours souffert par les hommes? Est-ce qu'elle a honte? Est-ce qu'elle fait comme si ça s'était pas passé? Donc c'est effectivement, comme Laurent le disait, je pense la personnalité la plus complexe parce que elle est montée très haut. On sait qu'elle était à
à l'Étoile pour la fête des 10 et 11 novembre, dans la tribune des invités, tout près de Madame de Gaulle. Je sais, c'est pas parce que je l'ai vu, c'est parce qu'en gros, on sait exactement combien de places, combien d'invitations chacun avait, où était Madame de Gaulle, où était le général, à quel endroit il était. Il y avait avenue d'Iéna, avenue Marceau, avenue Foch. Hein, on sait que de Gaulle est arrivé par l'avenue de la Grande Armée, où étaient les tribunes. Tout ça, on le sait. Je sais qu'elle était pauvre, enfin pauvre, qui s'étaient endettés tous les deux pour monter un restaurant, pour organiser quelque chose qui était 69 rue des Entrepreneurs, qui était entre eux une espèce de brasserie. Vous voyez, lui, il avait été marchand de vin d'abord. Bon, on sait tout ça. On sait tout ça. Après, j'étais obligé d'extrapoler forcément un petit peu sur son caractère, mais en laissant des portes ouvertes, parce que je pense que chacun, à partir des éléments concrets, et notamment une lettre, une carte de remerciement qu'elle envoie à De Gaulle, que j'ai reproduit faute d'orthographe comprise, faute d'orthographe comprise, on peut en tirer quelques conclusions. Mais une fois de plus, c'est pas moi qui plaque mon avis en disant que je sais. Et mon détective, pour que ce soit justement ouvert, qui a 20 ans, dit elle savait pas. Je vais la voir. Je veux aller la voir pour essayer de savoir. Et puis après, vous verrez. Est-ce que c'est tellement important de le savoir? Non, pas du. Non, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de creuser la souffrance qu'on peut avoir quand on vous dégrade quelqu'un que vous avez aimé. C'est-à-dire, je me suis dit, si tout d'un coup, on m'apprenait que mon père, mon grand-père, mon frère n'était pas celui que je croyais, qui s'était reconstitué une mémoire ou une résistance ou un acte héroïque alors qu'il ne l'avait pas fait. C'est juste une réflexion là-dessus. Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui ont enjolivé. Ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que dans ma propre famille, bien que les faits ressemblent à ce que vous avez décrit, la matérialité n'était pas établie. Et justement, si, c'est intéressant de savoir pour pouvoir détricoter ce qui a été fait par réputation de 45 jusqu'au début des années 50. Et le jour où des personnes ont cru les ragots, j'ai quand même eu 2 suicidés dans ma famille. Donc c'est pas innocent ce qui s'est passé, ce qui s'est dit après-guerre. Ça m'avait... mais quand je vous parle de la province, c'est parce que c'est un concentré de choses qui pèsent longtemps. C'est pour ça que je sais pas si vous avez dû voir qu'au moment où on parlait de la guerre de 14, il y avait eu un engouement pour la guerre de 14, les sites, tout le monde recherchait son aïeul, ses grands-parents, son arrière-grand-parent, parce que c'est une guerre consensuelle. Enfin, consensuelle. Il y avait évidemment des gens qui trahissaient tout. Mais en gros, les gens s'étaient battus. Alors que la guerre de 40, elle est encore hyper explosive. Et moi, mon frère, je me souviens, mon frère petit, enfin il est petit à 50 ans, quand il allait déjeuner, donc c'est quand même, quand il était gamin, quand il allait chez les copains d'école, il y a un monsieur qui lui avait dit, tu sais, Olivier, eh ben il a mis papy en prison, le grand-père d'Olivier, il a mis papy en prison à la Libération. Donc, oui, c'est ce genre de trucs. C'est des familles, on sait qu'il y a des familles qui ont fait plutôt ça, des familles qui ont fait plutôt ça, et quelquefois, alors ça, c'est pour ça que c'était très intéressant. Je me suis même demandé si dans les gens qui ont écrit pour dénoncer Robert B, il n'y avait pas des familles de gens qui avaient parlé et que pour sauver leur mémoire, ils accusaient Robert B d'avoir balancé. Vous voyez ce que je veux dire? Des espèces de trucs de... Oui, c'est très compliqué. Quand avec on voit ceux qui ont dévoilé ou qui ont dit des choses sous la torture, d'autres pas. Et en plus cette propension, quand on vieillit, je pense, ou quand on va à le temps, de re-raconter un petit peu les choses à son avantage. Mais, une fois de plus, c'est pas pour autant que je dis résistant et d'autres, c'est la même chose. Je trouve que c'est très important parce que quand on voit aujourd'hui qu'on emploie n'importe quel terme, que tout est un génocide, que le monde est un résistant, que les terroristes, c'est des combattants, si vous voulez, il y a un moment donné où vraiment là-dessus, mes grands-parents et mes parents se retourneraient dans leur tombe s'il y avait la moindre ambiguïté. Après-demain, nous sommes le 11 novembre, et
modeste, paysanne. Ah oui, pardon. Oh, j'étais prof, alors ça va. Peu instruite, et qui, en 1935, va dénoncer un mari violent. Elle est reçue. Oui, elle est reçue. Absolument. Il y a tout. Le jugement, elle y va. Hein. Alors, je pense que il a dû lui en faire subir vraiment. Parce que vous savez, quand vous avez un vocabulaire juridique quand même, c'est-à-dire que le fait qu'il lui prenait tout son argent, le fait qu'il buvait, le fait qu'il la frappé, parce qu'elle est allée dénoncer des coups. C'est-à-dire qu'elle a montré les coups qu'elle avait. Quand je vois qu'il y a des femmes qui le font pas aujourd'hui, je me dis qu'il fallait qu'elles soient drôlement gonflées pour le faire. Alors c'était une Vendéenne, moi qui aime bien Clémenceau, j'attribue peut-être des qualités aux Vendéens, mais elle y est allée, ou peut-être aussi que le fait que... Attendez, parce que son deuxième mari qu'elle a eu, la deuxième personne avec laquelle elle s'est mariée, c'était donc en 50, il avait une vie parallèle avec d'autres enfants. Elle a jamais pu avoir d'enfants. Donc ça devait être aussi un truc peut-être, vu l'époque, qui l'a perturbé. Donc il avait des enfants, il avait une double vie. Et elle le savait pas. Donc là-dessus, le jugement et il avait la main facile, enfin la main à l'est, comme on dit. Et elle dit à un moment donné, moi, les tribunaux, ça, je veux plus aller porter plainte, je veux plus de tout ça. Et plus d'hommes. Son épicerie, tranquille, porte d'Ivry, plus entendre parler de quoi que ce soit. Et la malheureuse, je sais pas si c'est la malheureuse, elle voulait être enterrée en Vendée, et comme il n'y avait plus personne autour d'elle, elle avait pas d'enfant. Ses parents étaient morts. Ses maris, elle avait soit divorcé, soit l'autre était mort. Je n'ai pas retrouvé pour elle, non pas que je me sois attachée à elle, mais j'ai cherché, vous savez, quand on a tous les actes de décès, donc j'ai trouvé son acte de décès, et j'ai pas trouvé le truc des pompes funèbres. Donc je pense qu'elle a été enterrée dans la fosse commune, parce qu'elle avait personne, et on l'a trouvée 2 jours après. C'est un voisin qui l'a trouvée. Mais tout est, ce qui est merveilleux, moi, ce qui m'a émerveillé, c'est la précision des documents administratifs. Vous pouvez pas savoir. Des documents administratifs. C'est incroyable. Incroyable ce qu'on retrouve. On retrouve dans les archives militaires, on retrouve qu'il a eu son certificat d'études dans le Cantal. Mais dans le Cantal, j'ai pas compris pourquoi dans le Cantal, alors qu'il était né dans le 9e. On a tout. Enfin, c'est assez excitant de voir que si on sait bien chercher, ou même si on sait pas bien d'ailleurs, parce que les gens vous aident, vous retrouvez des mines. Eux aussi, les archives. Ça aide bien, parce que si vous voulez, je me suis pas trimballée non plus partout. J'ai un peu utilisé le fait que, pour me faire rapatrier, le livret militaire et les choses comme ça, parce qu'un aller-retour à Pau, simplement pour voir qu'il faisait 1m65 ou 75 et qu'il a le nez cassé, j'aurais trouvé que le voyage était un peu... On fait une photo du livret militaire. Il a été blessé d'ailleurs sur le front. Forte commotion cérébrale. Samedi 11 novembre à 16h, comme tous les ans, nous allons déposer les gerbes en présence de Jean-Pierre Lecoq. Et depuis que Laurent a constaté sur la plaque qui figure dans l'escalier B, au rez-de-chaussée, donc son grand-père est cité, donc il va déposer un bouquet de fleurs, une gerbe. Nous allons marquer une minute de silence, donc. Et depuis qu'on a appris qu'il y a un suspect, on se pose la question, bouleversant dans le sens où on est là, une minute de silence. Est-ce qu'il y a un suspect ou pas? Sera-t-il lavé de tout soupçon? Non. Non. Sera-t-il accusé? Qui va le juger? Une cour martiale? Une cour civile? Je vais vous dire, le jury d'honneur, je crois que de ce que disent les Allemands, alors les Allemands, c'est pas des témoins de moralité, mais les Allemands, et de ce qu'on sait de son procès, puisque ça a été dit à la fois par des gens qui ont assisté, notamment une personne qui est revenue, parce qu'elle était médecin, et que les Allemands avaient tendance à moins tuer les médecins, parce que ça pouvait servir dans les camps, et ce qu'écrivent les Allemands noir sur blanc, il l'a ramené pendant son procès en disant, mais attendez, j'étais un agent double, et les Allemands du agent double, on s'en fout, ça change rien. Et on a exactement des choses précises qui sont que il y a des éléments que les Allemands ont connus qui ne pouvaient pas être connus par quelqu'un d'autre que par lui. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui ont été arrêtées 2 jours après
sur un motif très précis, avoir fourni des papiers d'identité à un juif et avoir fourni les plans d'un terrain d'aviation, personne d'autre ne pouvait le savoir que Bigos. Donc lui, je pense qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Alors, à partir de là, on lui a enlevé toutes ses décorations. On lui a enlevé son titre de mort pour la France. Son titre, enfin, ce que donne Mort pour la France, c'est-à-dire le droit à l'entretien d'une tombe dans des carrés hauts militaires ou ailleurs. Mais quand j'y suis allé, il y a encore. Ça sert à rien de... Je pense que c'est bien de savoir. Enfin, c'est bien. C'est intéressant. Moi, ça m'a intéressé. Mais après, vous voyez, c'est... Ce que je trouverais... là, vous avez beaucoup de gens. On va pas aller chercher... Moi, je suis pas du tout dans cette... C'est pour ça que j'ai pas mis son nom de famille. Parce que... À quoi ça sert? Mais... Il a été battu parfois dans le camp dans lequel il était. On sait qu'il était ami avec... qu'il était le protégé d'un des capots suisses. Il a été battu, mais non. Non, il n'a pas été... Et là, on a 3 copains de cellule, enfin copains, des types qui communiquaient avec lui, certains par des tuyaux de chauffage, je crois, et qui ont noir sur blanc juré sur l'honneur, sous serment vraiment, en disant, il m'a dit, la phrase c'est je suis pas aussi con que vous, moi j'ai décidé de m'en sortir. Il s'en vantait presque. Et puis lui, il avait droit des cigarettes, sa femme a reçu des lettres. Il mangeait pas la même chose que les autres. Il a été pris comme cuistot au camp. Donc lui n'a jamais rien manqué de rien. Il était dans les petits papiers du capot en question, qui lui-même a été condamné à mort tellement c'était un des pires qu'il y avait. On connaît le nom, on connaît tout. Et il y a eu un témoignage de celui qui est revenu, le docteur Chauvenet. Et ce qui est marrant, c'est que Chauvenet a dit, écoutez, et dans le jury d'honneur, les gens ont dit, bon, les autres, ils peuvent... Alors, il y a eu quelques témoignages à décharge. Les autres ont dit, Chauvenet, lui, on sait parce que ça a été un des piliers du réseau. Et j'ai retrouvé la fille de Chauvenet. Il a écrit un bouquin dans lequel il mentionne Robert B. en disant que c'était un ramenard qui passait tout le temps à... Et j'ai appelé la fille que j'ai retrouvée, qui elle fait des conférences dans les écoles. Et je lui dis, mais votre père, quand vous étiez petite, puisque son père a dû mourir en 75-80, vous voyez. Je lui dis, mais il vous a raconté cette histoire de la libération? Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis, en tout cas, votre père, il est contemporain de ça. Ça devait être un truc énorme pour lui, puisqu'il a été au jury d'honneur. Il me dit, non, il voulait sûrement pas salir la résistance. Donc, c'est pas... Ne vous inquiétez pas. On a une question ici. Non, pas de question. Merci. Nathalie Saint-Cricq, vous avez fait un travail extraordinaire, remarquable. C'est presque un travail expiatoire de tous ces gens qui se sont affirmés souvent comme des patriotes, qu'ils l'étaient à moitié ou qu'ils n'étaient pas. Et ça a amorcé aussi la définition ou l'accentuation de syndrome de cette guerre qui jusqu'ici nous hante parce que nous avons des familles, ma propre famille, d'autres familles sont impliquées encore dans des souvenirs terribles des fois de cette guerre. Je parle des syndromes tels que le syndrome Hardy. Là-dessus aussi, ça correspond quelque part à l'état d'esprit de ce que vous disiez. On a le syndrome, moi je le qualifie de syndrome Brasillac, du traître parfait qui jusqu'au bout, le traître Céline, ne l'oublions pas, se réfugié en Belgique, qui a été condamné et qui a rééchappé à la punition parce qu'il est venu 8 mois après en France, il est revenu. On a le syndrome, le docteur Petiot, qui est passé pour un grand résistant pendant un certain temps, vous le savez tous, et qui a été démasqué ensuite à ce fameux procès. Bref, jusqu'à présent, ça hante nos vies, dirais-je, et nous, en tant que UNC, dirais-je, UNC 6e arrondissement et UNC Paris, nous avons ceci à cœur de respecter et de fouiller cette mémoire. Et vous y avez participé d'une façon brillante. Et j'apprécie ce que vous avez fait et je recommanderais à tout le monde d'acheter votre ouvrage. Voilà, tout simplement. Et d'acheter et de faire connaissance de l'ouvrage et de le divulguer.
Merci Nathalie. Mais je vous remercie beaucoup, mais on précise quand même parce que la lecture ne doit pas être un calvaire ni un cauchemar, que j'ai essayé de le rendre vivant quand même et que c'est pour que ce soit accessible à tout le monde. Parce que peut-être parce que je travaille à la télé, que je me dis que quand on parle, il faut pouvoir être compris par tout le monde et pas jargonner ou faire le bas bleu. C'est vrai, je raconte pas de choses fausses, mais c'est vrai que j'ai essayé de le rendre non pas joyeux, parce que c'est pas joyeux, mais je me moque un peu des journalistes de télé, je me moque un peu du féminisme parfois, je me moque un peu enfin voilà. C'est aussi un peu vivant, quoi. C'est pas le bouquin historique où vous dites tous les soirs en allant vous coucher. Oh là là, j'ai encore obligé de continuer. Donc j'ai écouté les lecteurs de Clémenceau qui me disaient c'est écrit trop petit et les chapitres sont trop longs. Donc là je leur demandais malgré le coupe du papier de me faire des... Alors là c'est gros et les chapitres sont... Voilà, exactement. Et ce qui fera plaisir à tout le monde, en tout cas moi, ça a été une des dimensions du bonheur de lecture que j'ai eu, c'est que l'éditeur a sûrement fait son travail, mais vous l'aviez très bien écrit, c'est qu'il y a du style et il n'y a pas de faute d'orthographe. Alors, il doit y en avoir, ça n'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Et Je vous jure, j'ai bien cherché. J'ai rechopé une répétition et une erreur de date, page 160, je crois. Voilà, je mets un 17 juin, je mets 17 juillet 60, alors que c'est évidemment le 17 juin, la veille du 18. Ça m'a rendu hystérique, mais bon. Mais il y a beaucoup d'historiens de rencontres, d'anciens professeurs qui sont lancés dans l'histoire de la résistance depuis que les archives ont été partiellement ouvertes au début des années 2000. Ça fait 20 ans et vous avez chez des éditeurs régionaux, même chez des fois des grands éditeurs, des bouquins écrits à la va-vite, où il y a une bonne source documentaire parfois, mais c'est d'une pauvreté d'écriture et surtout ça n'a jamais été relu, donc ça écorche les yeux rien qu'à les regarder. Voilà, on a relu, over-relu. J'ai utilisé ma famille pour ça, plus les gens dont c'est le métier. Et ça se voit. Et il y en a encore des âneries, enfin pas des âneries, mais des trucs. Il y avait une question vers derrière, je crois. Madame, non? Oui, mais On aimerait bien. oui, mais je peux pas quand même. Enfin, je veux dire, je peux pas travailler à la chaîne. C'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse un peu et puis que je cuve un peu, vous voyez, parce que. Digérer. Oui, cuver, c'est pas très élégant. D'abord parce que quand vous faites ça, vous vivez un an avec quelqu'un ou quelque chose. Donc, il faut vraiment que ça vous intéresse. Faut pas se dire, oh là là, j'en peux plus cette histoire. Bon, moi, il y a eu des moments où j'en avais, ou même de Clémenceau, je disais, je peux plus supporter Clémenceau, j'arrête, c'est trop. Et là, je peux pas vous donner le nom de famille du monsieur, donc je peux pas vous dire que le B, là, il me sortait par les yeux. Donc, faut vraiment que le sujet soit, c'est pas un truc de zapper, hein. Enfin, un bouquin, on est vraiment obligé de. Moi, je travaille la nuit, donc j'ai eu c'est des moments où j'étais pas d'une vivacité extrême le matin et où chez moi, on se demandait si on allait, si on essayait de me remettre sur des horaires normaux, parce que si vous voulez, je vivais la nuit comme mon mari vivait le jour, lui n'étant pas un vampire ni une chauve-souris, enfin pas entièrement. Et Dispute pas, gentil. et oui, mais j'ai deux choses. J'ai un fait divers qui m'intéresse beaucoup, qui est un fait divers que je serais obligé de transformer pour pas que, parce que les gens sont sortis de prison là, qui est très très intéressant, ou autrement quelque chose de beaucoup plus léger. Ça me dérange pas de faire un peu de léger là. Vous voyez, quelque chose de, même si c'est et si possible un peu drôle. Vous voyez, c'est pas non plus le. J'ai cru entendre que vous détestez Clémenceau. Non, non, mais attendez, j'ai fait un livre sur lui et il y a eu un film lundi soir dont j'ai fait le scénario. Non, je vous dis qu'au bout de 1 an, d'abord, j'ai empoisonné mon entourage parce que chaque fois on a eu 2,5 millions. Chaque fois que je faisais un truc, je disais, même chez moi, il parlait de choses, n'importe quoi. Je disais, oui, mais alors ce Clémenceau aimait bien, avait du diabète. Mon mari a arrêté de fumer, je lui dis, Clémenceau a arrêté de fumer en 1912. Et au bout d'un moment, il me disait, mais est-ce que tu es capable de parler d'autre chose? Et de fait, comme je cherchais ce qu'il avait mangé, ce qu'il aimait, bon,
Et c'est vrai que de temps en temps, quand j'étais un peu fatiguée, parce que tous les soirs de 10h à 3h ou à 2h, Clémenceau, relire 15 fois les mêmes chapitres pour que ce soit écrit proprement, qu'il n'y ait pas de répétition, c'est vrai qu'il y a des moments, je disais, putain, je peux plus. Bah, évidemment. Autrement, attendez, j'ai dû aller, je devais aller 3 fois par mois au musée, enfin, dans son appartement à Paris, m'asseoir sur le lit pour que, quand l'inspiration était défaillante. Donc, j'ai une vénération absolue pour Clémenceau. Nous aimons Clémenceau. Est-ce que, comme Pierre dit, vous avez senti une présence dans le lit, alors? Ah bah attendez, Pierre, lui, il a dormi dans son lit, moi je me serais pas autorisé. Ils m'ont quand même autorisé à m'asseoir sur le lit alors que normalement il y a un cordon. Parce qu'à force de me voir, la dame qui... Si je voulais, j'appelais à 6h moins, j'allais à 6h moins le quart en me disant, je peux juste venir 2 minutes. Et elle me dit, oh, vas-y. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de visites. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Heureusement, je suis contente pour ça. Et ouais, parce qu'attendez, je sais pas, pour ceux qui sont allés dans son appartement, il y a son peignon, sa robe de chambre, il y a ses chaussons, il y a ses lunettes, il y a sa brosse à dents, il y a ses 2 bonnets. Alors, les 2 bonnets, il les expose pas. Mais ils sont rangés dans le truc. Il y a son rasoir, son blaireau. Donc vous avez vraiment l'impression qu'il est sorti la veille et c'est oui, non, mais moi j'ai besoin d'aller dans les endroits. Je suis allée sur la tombe de Robert B. J'y suis resté un certain temps. Je suis pas dingue, hein, je parle pas avec les arbres, pas encore. Mais j'ai besoin d'avoir. J'étais très contente de trouver sa photo. Parce que je trouve que écrire quand on n'a pas la photo de quelqu'un, je suis allée dans les endroits où il a habité, alors qu'ils ne sont plus les mêmes choses qu'à l'époque, mais dans le 15e, je suis allée voir, j'ai besoin de ça. Enfin, j'ai besoin. Je suis allée au Mont-Valéria plusieurs fois, essayer d'imaginer. J'ai regardé, là, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'INA. C'est-à-dire que vous avez toutes les cérémonies, du 10-11 novembre, vous avez les cérémonies du 18 juin, vous avez le commentaire de Michel Droit, qui est absolument incroyable. Vous avez, vous voyez, et puis j'ai recherché, parce que ça, c'est ce truc qui font partie du plaisir de chercher le temps qu'il faisait ce jour-là, quelle était la température, pour voir s'il y avait, le 11 novembre, il y avait du vent ou de la pluie, parce que l'ambiance n'est pas la même pour une cérémonie. Quel temps il faisait le 18 juin 60, qu'est-ce qu'on écoutait à la radio, quelles étaient les voitures? Est-ce que De Gaulle était déjà à la Citroën quand il arrive ou il était encore à la Horche? Voilà, c'est des choses qui sont peut-être idiotes, mais voilà, ce qu'on mangeait, il y avait encore des tripiers à l'époque. Enfin, tout un truc pour essayer de redonner l'ambiance un peu de l'époque et pas plaquer un truc d'aujourd'hui sur quelque chose qui a 60, ça nous fait combien? Oh là là. C'est une époque que je n'ai pas connue quand même. Allez-y, merci. Hein. Et vous n'avez pas beaucoup changé. Non, mais vous avez minci. Voilà. Et je dirais aux autres que je connais, que je vois encore, que je vous ai. On salue et on remercie le professeur Passelec. Merci. Voilà. Quelqu'un veut-il encore poser une question? Non. On va passer à la dédicace sur la table à côté. Madame Sacrix s'installera là. Donc, si vous avez les livres, n'hésitez pas. Voilà. Et je voudrais juste ajouter un mot, c'est que je remercie Monsieur Agnac de la section du 6e et surtout l'administrateur national de l'Union nationale des combattants et président de Paris, de l'UNC de Paris, Monsieur Boulan. Bravo. Bonsoir. J'en profite pour vous inviter samedi 11 novembre à 16h à la cérémonie du dépôt de gerbes, commémorer l'armistice 1918. Voilà, merci.